Pendant que se déroulait à Paris cette journée du 28 que je vous ai raconté, la journée ivre, vous savez, les gens pleins d'illusions et pleins d'espoir, qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, à Versailles? Eh bien, d'abord, je vous citerai une phrase de Sorel. Plusieurs fois, j'ai déjà parlé de Sorel, Albert Sorel, futur académicien et le futur auteur de ce livre important, paraît-il, l'Europe et la Révolution française. Eh bien, Sorel appelle ça, dans une lettre à un ami qui s'appelle Hénard, il lui dit « C'est une inondation de boue sanglante, qui couvre la capitale. » Il faut dire que quand les députés étaient arrivés, puisqu'ils avaient cessé d'être à Bordeaux, vous savez, on avait donc décidé qu'ils se réunissaient à Versailles, quand ils s'amènent comme ça vers le 17, 18, 19 à Versailles, et qu'ils amenaient le sourire aux lèvres en disant tout va bien marcher, ils sont épouvantés d'abord. Épouvantés parce qu'ils voient arriver les régiments qui reflutent Paris et dans un état misérable. Tenez, voilà ce que dit par exemple Hector Pessard, ce type qui a écrit Mes petits papiers, un journaliste versaillais. C'était un troupeau débandé, hargneux, insolent, que l'on poussait en bousculade. Voici un policier, le policier Marseille, qui fera cette déposition devant la commission d'enquête en disant « Les soldats insultaient les gardiens de la paix et les gendarmes qui marchaient à côté d'eux en serre-file. » Et M. Demeaux, le vicomte Demeaux, que j'ai déjà cité, que nous citerons encore, s'il y avait chez les soldats les plus mauvais propos qui couraient de bouche en bouche. Là, vous pensez que les députés se disaient « Mais c'est épouvantable, si on n'est pas soutenu par l'armée même, si l'armée nous plaque, si l'armée passe du côté de la Révolution, on est perdu. » Ajoutons que beaucoup s'étaient saisis de fureur contre Thiers en disant c'est inqualifiable, il a perdu la tête, hein, il s'est enfui de Paris. Et Louis Veuillot, dans son journal L'Univers, va écrire ceci: le gouvernement est pitoyable, il laisse Paris sans défense. Ô Dieu, Dieu de nos pères, suscitez-nous un homme. C'est pas gentil pour Thiers, hein, qui se croyait être un homme, puis tout à coup on dit c'est pas le bon. Voyons, regardons bien comment il s'était comporté Thiers. J'ai raconté à toute vitesse l'autre jour, le 18 mars. Mais il faut que je regarde un point particulier. Quand j'ai dit panique de Thiers, je veux justifier ça. C'est donc au milieu de l'après-midi, vers 14h30, 15h, que Thiers a pris cette décision brusque de s'enfuir, de s'en aller, de replier tout le monde sur Versailles. Dans quelles conditions ça s'est-il passé? Il y a une déposition de M. Thiers sur les faits, déposition, j'en ai déjà parlé, 24 août 1871, devant la commission d'enquête. Et dans cette déposition, Thiers va avancer un propos qui est devenu, pour ainsi dire, un propos historique, enfin, qui est devenu une chose admise par les historiens, que j'ai admis moi-même, et je me suis trompé en l'admettant. Quoi donc? Thiers s'est reporté à 1848, devant la commission d'enquête. Hein, il est bien calme, maintenant c'est fini, nous sommes en août, on a gagné. Il s'est reporté en esprit devant la commission d'enquête en 1848 et a dit, le 24 février 1848, lorsque j'ai vu que ça tournait mal et qu'il y avait une émeute véritablement dangereuse dans Paris, j'ai conseillé au roi Louis-Philippe de se retirer avec ses troupes à Fontainebleau, par exemple, hors de Paris, avec le maréchal Bugeaud, et de rentrer dans Paris à la tête de 50 000 hommes commandés par le maréchal Bugeaud. Eh bien, cette idée m'est revenue le 18 mars, et je me suis dit, ce que le roi, ce faiblard, n'a pas osé faire en 48, moi je vais le faire, et je décide de retirer l'armée. Eh bien, vous savez, quand on écrit aujourd'hui l'histoire de 1848, la plupart des historiens, et j'avoue l'avoir fait moi-même, se reporte à cette affirmation de Thiers en disant, vous voyez, en 1848, voilà ce que Thiers a proposé. Je suis maintenant persuadé que Thiers a menti devant la commission d'enquête et qu'il a travesti en idée stratégique ce qui n'a été qu'un moment de panique chez lui, mais de panique complète. Déjà, quand j'ai fait le portrait de M. Thiers, je vous avais dit que c'est un côté lièvre chez lui, quelqu'un qui a horriblement peur physiquement. Dès que sa sécurité personnelle lui paraît menacée, il perd la tête. Eh bien, je crois, d'après les recoupements que j'ai faits, dont je vais vous parler, je crois que vers 15h, cet après-midi-là, au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, il a perdu la tête. Pourquoi donc? Les nouvelles étaient très alarmantes, c'est évident. Il était furieux contre Vinoy. Il va dire dans ses notes des souvenirs, Vinoy, le général en chef, avait perdu son sang-froid ordinaire. Il est vrai que, paraît-il, Vinoy, qui était place Clichy à la tête d'un escadron qui s'était tous révolté, était parti en toute hâte, et on dit, je n'ai pas vérifié, on dit que s'enfuyant tellement vite, ce général avait même perdu son képi. Toujours est-il qu'il avait perdu le combat, puisqu'il était refoulé. Alors Thiers est furieux contre Vinoy, il est furieux contre Dorel de Paladine, qui n'a rien su faire non plus. Dorel avait pourtant lancé un appel à la garde nationale, distinguant les bons et les mauvais bataillons. Ben, les bons bataillons n'avaient pas bougé le 18 mars. Les trois quarts de Paris étaient contre le gouvernement. Alors bon, les nouvelles sont très mauvaises, mais voilà le détail complémentaire. Thiers était là, se grattait la tête, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire dans le palais d'Orsay, quand passe un ou plusieurs bataillons de gardes nationaux. Je dis un ou plusieurs parce qu'on a trois dépositions là-dessus. Il y a le général Dubarail, dont je vous ai déjà parlé, qui dit il y a un bataillon de la garde nationale qui est passé.
Il y a le général Leflot, ministre de la Guerre, qui dira il y a 3 bataillons de gardes nationaux qui sont passés. Et il y a Favre, dans son histoire de 1875, qui nous dira il y a 5 bataillons de gardes nationaux qui sont passés devant le Quai d'Orsay. Mais comment passaient-ils, ces gens? Ils passaient tambour et clairon en tête. Ils semblaient venir de ce qu'on appelle le Gros Caillou pour se diriger, semblait-il, aussi du côté de l'hôtel de ville. C'est pas certain, il n'y aura pas d'attaque contre l'hôtel de ville dans cette journée. Toujours est-il que ces bataillons fédérés, qui passent là, sous les fenêtres, Thiers les entend passer, avec leurs clairons et leurs tambours, et se dit, mais ils peuvent absolument m'enlever. Il n'y a environ que 250 hommes de chasseurs à pied, du reste, mal sûrs, pas certains, qui faisaient la garde devant le palais d'Orsay, et ils se disent, si les gardes nationaux s'arrêtent, ils vont me prendre, et je vais devenir leur otage. Il paraît, d'après M. Favre, d'après M. Jules Favre, que ces bataillons étaient extraordinairement menaçants et qu'ils passaient en poussant des cris de mort. Ça, c'est ce que Favre dira en 1875. Mais en 1871, Leflot, qui était là aussi le ministre de la Guerre, Leflot, dira devant la commission d'enquête, les 3 bataillons passèrent sans rien dire. Sera-t-il que lui, il n'a rien entendu. Mais tous sont d'accord pour dire, dès que le passage des bataillons ait lieu et dès que Thiers s'est dit, mais il suffit d'un coup de main pour m'enlever, à ce moment-là, il est parti en catastrophe. Et je vais vous donner 2 preuves que je crois irrésistibles de cet esprit de catastrophe qui est chez lui. Primo, il veut s'en aller et il veut une garde personnelle autour de lui. On l'a fait descendre par un escalier dérobé, comme on dit, ça existe au palais d'Orsay. Il ne va pas sortir par la grande porte, il va sortir par derrière. Il a demandé au général Vinoy de lui préparer une escorte, il y a des chasseurs à cheval qui sont là, et il demande pour sa sécurité personnelle la brigade d'Odelle. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement? Parce que Vinoy lui avait dit, oui c'est vrai, l'armée est en décomposition, il n'y a qu'une chose qui tient bien, c'est la brigade d'Odelle. Cette brigade d'Odelle, ces vieux soldats, ils sont dans les forts, et en particulier ils occupent le fort d'Issy, le fort de Vanves et le Mont Valérien. Alors Thiers dit, eh bien donnez-les-moi, je les veux pour ma sécurité personnelle. Or justement, c'était ceux qui étaient indiscutables. Par conséquent, si l'on voulait résister à ce qui se passait dans Paris, il fallait surtout maintenir les soldats solides. Malgré les observations de tout le monde, les observations en particulier de Leflot, il exige pour sa sécurité personnelle les seules troupes sur lesquelles on pouvait encore compter pour leur obéissance. Deuxièmement, et c'est bien plus grave, Thiers était en cheville, vous le savez bien, puis nous le verrons encore davantage, avec Rouland, le gouverneur de la Banque de France. Thiers, vous le savez, était quelqu'un qui avait freiné, qui n'avait pas voulu les fusions de sang. Il y a plusieurs lettres, je vous en ai lu une, de Thiers à Favre, lui disant « Je ne suis pas d'avis que l'on prenne l'offensive, il y a toutes les chances pour qu'on termine l'affaire sans bataille. » Vous vous rappelez, hein? Cependant, Thiers avait fait une exception. Il avait dit « Je ne veux pas qu'on attaque, à moins que la Banque de France ne soit menacée. Ce serait là un désordre qu'il ne faudrait tolérer à aucun prix. » Or, la Banque de France, et il l'abandonne. Il savait pourtant que c'était essentiel, c'est le nerf de la guerre, enfin c'est des millions, même des milliards qui étaient là. Il avait déclaré qu'il fallait lutter jusqu'au dernier homme pour défendre la Banque de France, et maintenant, ne pensant qu'à sa sécurité personnelle, il dit bon, ils se débrouilleront, les gens de la Banque de France, moi je m'en vais. Donc il est hors de doute que Thiers avait perdu la tête quand il est revenu sur Versailles. Néanmoins, tout le monde dira après, quand on réfléchira, que ce qu'il a fait dans un moment d'affolement était sage, était raisonnable. Pourquoi donc? Ben écoutez, Leflot, le ministre de la Guerre, si nous avions passé 12 heures de plus seulement à Paris, nous n'aurions pas pu ramener un seul régiment. Il y avait même pas mal de soldats, environ 40 000 à Paris. Combien en avait-il qui s'est révolté? Environ 10 000. Ben, il fallait essayer de sauver les autres. Et si on était resté dans Paris, c'est tous les régiments qui passaient du côté de l'insurrection. Le général Vinoy, pourtant mal vu de Thiers, rendra justice et dira « C'était une nécessité militaire absolue que de quitter Paris. La première chose à faire était de réorganiser cette armée qui venait de donner une preuve si fatale de sa faiblesse. » Le vicomte de Meaux dira « Cette résolution de M. Thiers sauva le pays. » Et le duc de Broglie, qui travaille plutôt dans le style majestueux, dira « La détermination de M. Thiers qu'il a pris ce jour-là, je lui en ai toujours su un gré particulier. » Alors toujours est-il qu'on se rassérène en se disant après tout il a raison, enfin on va protéger ses soldats. Bon, attendons, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord expliquer à la province ce que l'on a fait. Les gens de province vont apprendre qu'il s'est passé quelque chose de très mauvais à Paris, que le gouvernement a fait une tentative qui a abouti, comme je vous le disais, citation de M. Jules Ferry, à un formidable échec. Il faut justifier ça. Alors on va commencer par publier au journal officiel les affiches que le gouvernement avait apposées dans Paris dans la nuit du 17 au 18 et le 18 au matin. Il y en avait une qui était rusée, ou qui croyait être rusée, et qui était reprise d'une vieille aventure, c'est-à-dire du 18 Brumaire. Lorsque le 18 Brumaire, Bonaparte avait décidé d'étrangler la République, en criant du reste « Vive la République »,
il avait fait annoncer par Fouché un complot. On n'avait jamais su si ce complot était, selon lui, un complot royaliste d'extrême droite ou un complot républicain d'extrême gauche. Complot. Eh bien, de même, l'affiche de Dorel, appelant la garde nationale, et ceci: nous sommes avertis, nous, au gouvernement, qu'il y aura demain dans Paris une tentative d'explosion d'un complot, pas d'explication, d'un complot, et nous sommes obligés d'intervenir. La province marchera peut-être. Hein. Et puis, deuxièmement, on avait parlé naturellement des canons. Ah, mais seulement les canons, ils l'avaient fait avec une maladresse incroyable. Ils avaient bien dit qu'il y avait les canons qui étaient maintenant braqués sur les quartiers de Paris, prêts à foudroyer vos maisons et vos enfants. Les provinciaux ne vont pas aller vérifier que ces canons n'ont pas de gargousse, qu'ils ne peuvent pas tirer. Hein. Seulement, la maladresse avait consisté à dire que ce n'étaient là que des retranchements ridicules qui n'arrêtent que le commerce. Et le bout de l'oreille était passé dans cette affiche. Parce que, si vous vous rappelez, il y avait une pression extrême des milieux d'affaires, des milieux affairistes sur Thiers, et on entendait l'écho de ces pressions dans l'affiche même, puisqu'il y avait le crédit ne renaît pas, les capitaux hésitent, tant que les canons n'ont pas été enlevés. Enfin, ça doit passer pour la province, on fera croire que les canons étaient extraordinairement dangereux. Et puis troisièmement, alors on va distinguer les bons et les méchants. Vous vous rappelez peut-être que quand le neveu, alors, Louis Bonaparte, pas le premier Bonaparte, avait fait son coup d'État de décembre, il avait dit: il faut que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. Alors les bons, ça voulait dire conservateurs, les méchants, ça voulait dire les républicains. Et bien de même, dans l'affiche, il y aura ceci: nous faisons appel aux bons citoyens, ce sont vos propriétés, tout de suite, vos propriétés qui sont menacées, le gouvernement vous appelle à défendre vos foyers, vos familles, vos propriétés, ralliez-vous si vous avez souci de l'honneur, tiens, on se demande ce que vient faire l'honneur ici, si vous avez souci de l'honneur et de vos intérêts sacrés. Sacré, c'est un vocabulaire nouveau, vous savez, que les constituants avaient inventé. Les constituants étaient des types très pratiques et très voltairiens. Autrefois, le mot sacré était réservé aux choses religieuses, que maintenant que les choses religieuses ne comptaient plus, on avait compris que ce qui était sacré, c'était la propriété, c'était la fortune acquise. Et bien de même, vos intérêts sacrés. Premièrement, alors, on sort les affiches. Hein. Puis deuxièmement, on va essayer de faire croire à la province, comme le dira le commandant Gaveau. Qui c'est le commandant Gaveau? C'est celui qui sera chargé du réquisitoire au procès des communards au mois d'août. Commandant Gaveau dira à ce moment-là, sans se rendre compte de l'énormité qu'il profère, le gouvernement avait véritablement épuisé toutes les mesures de conciliation à l'égard de Paris. Alors, ces mesures de conciliation, vous les avez vues, c'était une série de provocations. Alors de même, maintenant, on va expliquer qu'on a vraiment fait tout ce qu'on a pu, que le gouvernement n'y est pour rien. Le gouvernement, quoique provoqué, comment provoqué, n'a pas voulu engager une action sanglante. Alors qu'est-ce qu'il a fait en lançant des soldats? C'est une tempête inexplicable, dit l'officiel du 20 mars. Une tempête inexplicable dans Paris, une insurrection criminelle sans aucun grief plausible, sans le moindre prétexte sérieux. C'est pas mal, hein? Il faut tout de même trouver une explication. S'il n'y a pas de prétexte, s'il n'y a pas de raison plausible, alors pourquoi ils se sont soulevés? Alors la première explication qui va être courante, c'est l'explication de la fainéantise. Et c'était de même très raide, ça. Parce que j'ai passé mon temps à vous expliquer que ces malheureux gardes nationaux étaient des gens qui auraient bien voulu travailler, mais qui ne pouvaient pas, puisque la majorité des ateliers étaient fermés. Je vous répète qu'ils gagnaient 30 sous, plus 75 centimes pour la femme, plus 25 centimes pour l'enfant, comme garde nationale, et évidemment ne rien faire, c'est vrai, mais qu'ils auraient gagné environ 100 sous s'ils avaient pu travailler. Néanmoins, le thème des fainéants va être le grand thème versaillais. Par exemple, Maxime Ducamp dans ses Convictions de Paris. C'est la fainéantise qui a surgi le 18 mars. Il va falloir rentrer dans le rang, travailler, pas pour nous. Voici M. Alphonse Daudet, qui va reprendre le même thème. Vous trouverez ça dans les comptes du lundi. Voici M. Renan, Ernest Renan, qui va écrire dans une lettre du 17 juillet à un ami qui s'appelait le docteur Suquet. Il lui a dit, c'est tout simple, cette population avait été nourrie pendant 6 mois à ne rien faire, et elle trouvait cet état bien commode. Voilà Jules Favre, la classe ouvrière, avait pris l'habitude d'être nourrie par l'autre classe, qui n'est pas ouvrière, d'être nourrie par l'autre et de vivre dans la fainéantise. Et enfin, Thiers lui-même, si vous voulez, 200 à 300 000 individus avaient passé plusieurs mois à ne rien faire, il trouvait cela très agréable. Oh, j'ai encore envie de vous lire 2 rapports, c'est le rapport Martial-Delpy et le rapport Daru. Tout à l'heure, enfin plusieurs fois même, j'ai parlé de la commission d'enquête. Il y a eu 2 commissions parlementaires d'enquête en 1871. Une première commission parlementaire sur les événements du 4 septembre, comment s'était produite la République, et une deuxième commission d'enquête sur les événements du 18 mars. Le rapporteur de la commission sur le 4 septembre, c'est Daru. Le rapporteur sur la commission du 18 mars, c'est Delpy. Ben, écoutez bien, l'un et l'autre. Delpy va faire un aveu que je trouve historiquement très important.
toutes les industries paralysées, tous les débouchés fermés. Les ouvriers avaient vécu tant bien que mal avec la solde de 30 sous par jour et les cantines, ils voyaient avec terreur approcher l'échéance de leur loyer. Abolir les 30 sous, c'était promettre la misère à brève échéance à des gens qui croyaient très sincèrement s'être dévoués au salut du pays. Mais, après avoir fait ces affirmations qui sont très claires et qui sont très loyales, nous avons assisté là à la révolte des paresseux. Et maintenant, voilà le comte Daru, il est comte. Le comte Daru est rapporteur de l'autre commission. Les deux causes du 18 mars. La folie du gouvernement concédant à tout homme le droit de porter un fusil, le gouvernement impérial qui avait fait ça le 9 août. Et deuxièmement, la fureur des entretenus qui, à l'armistice, ont refusé de reprendre le travail, préférant vivre dans l'oisiveté avec leurs 30 sous qu'ils ont défendu les armes à la main. Donc, première explication, c'est des fainéants. Deuxième explication, c'est des communistes. Ah, c'est des communistes. Voilà le mot qui est apparu. Le mot est apparu dans la deuxième proclamation, dans la deuxième affiche du gouvernement. Quand il a vu que le 18 mars tournait très mal, dans la matinée, on a fait une seconde affiche pour dire ces gens du comité central qui s'opposent à notre action, qui sont-ils? Sont-ils bonapartistes? Sont-ils prussiens? Ne seraient-ils pas plutôt des communistes? Il est intéressant de voir que Thiers et le gouvernement va hésiter sur l'interprétation. Le 18, dans la deuxième affiche, il y a ceci: les hommes du comité central ne représentent que les doctrines communistes. Mais dans l'officiel du 20, il y aura ceci: sont-ils communistes, sont-ils bonapartistes ou sont-ils prussiens? Et Thiers ira plus loin, puisqu'il va faire insérer dans le journal officiel du 20 ceci: le gouvernement possède la preuve certaine de leur affiliation avec les plus détestables agents de l'Empire et de la Prusse. Et le 10 avril encore, à la tribune de la Chambre, les hommes du 18 mars sont les imitateurs et les complices du 2 décembre dont ils préparent le retour. Ça pouvait peut-être passer en province, ça ne pouvait pas passer à Paris. Étant donné que, oser dire qu'un homme comme Delescluze, dont je vous parlerai, qui était un des principaux meneurs de l'opération, était un agent bonapartiste, c'était énorme, étant donné que cet homme avait été toute sa vie persécuté par l'Empire et qu'il avait été envoyé au bagne de Cayenne. Mais enfin, vous voyez, il fallait dire n'importe quoi à la province, leur parler d'agents prussiens alors que les Prussiens étaient extrêmement contre le mouvement, leur parler d'agents bonapartistes alors que personne au comité central n'était bonapartiste, ou leur parler de communistes, et ça se développera. Et puis d'autre part, le gouvernement a une aubaine. Quelle aubaine? L'assassinat de deux généraux. Il faut bien dire assassinat, c'est le mot. Hein. C'est pas seulement un meurtre, c'est un assassinat. Alors vous imaginez ce qu'on en peut tirer en disant: les hommes du comité central, les révolutionnaires de Paris, sont des gens couverts de sang. Ils ont assassiné de sang-froid deux généraux, non seulement des hommes de désordre, mais des assassins qui sèment le désordre et la mort. Le 21 mars, Favre va faire un extraordinaire discours. Favre est le ministre des Affaires étrangères, et il va prononcer un discours que je peux qualifier, oui, de terrifiant, puisque l'Illustration, qui est un journal bien tranquille, dira: c'était comme une lave brûlante qui, par la bouche de M. Jules Favre, se répandait sur Paris. Ce Jules Favre, ce jour-là, va faire un discours effroyable. D'abord, un pathétique éloge de Clément Thomas, c'est Clément Thomas qui avait été tué parce qu'on se souvenait de ce qu'il avait fait contre la garde nationale, qui avait su flétrir par tant de courageux ordres du jour ces partisans de la guerre à outrance, qui n'avaient jamais laissé voir à l'ennemi que leurs talons. C'était monstrueux de dire ça, étant donné que les gardes nationaux étaient précisément ceux à Paris qui voulaient le plus se battre, le plus risquer. Ils étaient détestés de l'armée. On faisait crier aux soldats: à bas les à outrance. Et on les avait vus à Buzenval, c'était le 19 janvier, lorsqu'ils s'étaient fait massacrer tellement qu'ils se lançaient. Alors maintenant, faire croire que ces gens sont des couards, c'est une indignité. D'autre part, Jules Favre se mettait à jouer à l'autocritique, ça fait toujours de l'effet. Il sait bien ce qui s'est passé pour ce non-désarmement de la garde nationale. Il avait demandé à Bismarck d'intervenir. Et Bismarck avait dit: ah non, ça, j'ai gagné la guerre maintenant, je ne veux pas risquer un seul des soldats prussiens, un seul soldat allemand dans Paris. Ça vous regarde. Alors Favre, pour se justifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: oh, c'était une humiliation que je voulais épargner à la garde nationale. Eh bien, j'ai eu bien tort, et j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. Il ne se rend pas compte qu'il avait déjà fait cet effet littéraire, c'était en 1849, en mai 1849, il avait déjà réussi cette opération lyrique devant la Chambre. Alors, qu'est-ce que c'est, selon lui, le 18 mars? Mais écoutez bien, le 18 mars, c'est un orage des bas-fonds. C'est le soulèvement de la tourbe matérialiste et individualiste. Ce sont des instincts sanglants et rapaces, excités par des usurpateurs, qui ne se sont saisis du pouvoir que pour la violence, l'assassinat et le vol.
Ils disent qu'ils ne veulent pas de guerre civile, mais la voilà la guerre civile, dit Favre. Elle est sous nos yeux, elle est ouverte, elle est audacieuse, accompagnée du meurtre lâche et du pillage dans l'ombre. C'est la société tout entière qui est sapée par sa base, devant un pareil opprobre, infligé à la civilisation. L'obligation s'impose à notre conscience, l'obligation absolue d'entrer dans une voie énergique, et tout de suite, car en temporisant, voulons-nous donner à l'étranger le droit de la répression. À nous d'agir tout de suite pour faire justice enfin de ces misérables. Clémenceau, qui est député de Paris, qui avait entendu ça, dit c'est une déclaration de guerre. Alors Thiers va essayer de rattraper. Je vous ai expliqué la position ambiguë et difficile de Thiers qui est sur la corde raide. Thiers ne veut certainement pas déplaire à la majorité parce qu'elle pourrait le renverser. Mais il ne veut pas non plus déplaire aux Républicains parce qu'il compte sur eux pour la suite, pour le défendre, lui Thiers, contre les royalistes. Et à un moment, il s'est vu presque menacé, parce que voilà que le 20, Napoléon Péra, bon, il s'appelait Napoléon, qui était député de gauche, avait demandé qu'à la fin de la proclamation du gouvernement, qui se terminait par « Vive la France », on ajoutât « Vive la République ». Thiers avait soutenu et avait dit, en effet, ce serait légitime. Ça avait été des hurlements sur les bancs de la droite, pas de « Vive la République ». Alors Thiers s'était rendu compte qu'il gaffait, et il avait dit « Ne craignez pas de nous ces faiblesses qui aggraveraient le mal en pactisant avec les coupables ». Bon, ça, c'est du côté de sa majorité. Mais du côté de la minorité républicaine dont il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démentir pratiquement Favre. Il voit que Favre a eu un succès extraordinaire. À l'officiel, je vous lis ça, vous savez, l'officiel donne une espèce de compte-rendu de ce qui s'est produit après le discours de quelqu'un, et l'officiel du 22 écrit « Bravos et applaudissements prolongés ». L'orateur est entouré et félicité par ses collègues du gouvernement et par un grand nombre de représentants. Eh bien, au risque de se compromettre, Thiers va essayer de rectifier. Il va commencer par une déclaration d'amour et d'admiration pour Paris. Mais nous l'aimons, Paris. Nous savons combien il a servi la gloire de la France. Nous voulons seulement qu'il réfléchisse et qu'il revienne à la raison. D'où promesse. Mais oui, Paris sera organisé selon un régime électif. Mais nous demandons le temps de l'organiser. Donnez-nous quelques jours, très peu de jours. Alors ça, c'est un mot ambigu, hein. Donnez-nous très peu de jours. Ça veut dire, pour les députés de Paris qui demandent, eux, ces franchises municipales, ça veut dire, je vous promets, on va le faire. Mais pour ceux qui savent bien que Thiers ne veut pas donner ces franchises municipales, c'est-à-dire pour la majorité, ça veut dire, donnez-nous très peu de jours, le temps d'avoir reconstitué une armée et de faire une entrée en force dans Paris. Voici le démenti tout de même à la fin. Qu'il soit bien entendu que la France, ici représentée, ne déclare pas et n'entend pas déclarer la guerre à Paris. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Thiers? Ben, il a décidé maintenant, le coup est décidé dans son esprit. Hein. Il avait voulu faire une opération limitée, ça a raté, ben on fera une grande opération. On y mettra tout le paquet s'il faut, on fera une mare de sang, mais on ira. Mais on ira seulement quand on a des soldats. Or, comme on n'a pas assez de soldats maintenant, ben, il faut gagner du temps. Alors toute la politique de Thiers pendant plusieurs jours va être de tenter de faire tenir tranquilles les Parisiens par l'entremise des maires. Le système des fausses promesses, le voici. Le voici en pleine action le 20. Il y a un député, un républicain de Paris qui s'appelle Clémenceau, qui a demandé la prise en considération des vœux de la municipalité parisienne. Ces vœux sont justement, oui, une commune, oui, une liberté, une autonomie de la garde nationale. Picard, ministre de l'Intérieur, a dit « Je m'oppose à la prise en considération ». Il a dit ça, Picard, à la tribune. Et puis le journal officiel dit « M. Picard est convoqué par Thiers ». Thiers le fait venir auprès de lui, il lui dit quelques mots à l'oreille, et à ce moment-là, Picard a renversé complètement sa position, renversé la vapeur, si vous voulez. Il remonte à la tribune pour dire « Réflexion faite, nous acceptons la proposition et même nous votons l'urgence ». Voter l'urgence pour une assemblée délibérante, ça veut dire on prend ça en considération et demain même, au programme de demain, à l'ordre du jour de demain, on discutera le coup. C'est ce que Thiers va pratiquer systématiquement avec toutes les propositions que la gauche fera. Millière, qui est un député de gauche, va demander que l'on révise la loi sur les échéances et au moins la loi sur les loyers, puisque le terme vient le 10 avril et que c'est pas loin. Alors, Thiers est absolument résolu à ne rien faire, mais il fait voter par la majorité l'urgence, la prise en considération, urgence. Le 23 mai, c'est ce qu'on appellera la journée des maires. Les maires et députés de Paris vont venir en délégation, en force, à l'Assemblée pour essayer de plaider la cause de Paris. Et si vous lisez les récits du vicomte de Meaux, c'est passionnant. Vicomte de Meaux dit, ça a été véritablement pour nous une indignation de voir ces maires de Paris entrer dans l'enceinte. Attention, les maires, ils étaient de deux sortes, je vous l'ai déjà dit. Il y avait les maires, enfin ceux qui n'étaient que maires, puis il y avait les maires, traduisons, députés. Alors les maires qui n'étaient que maires ne pouvaient pas entrer dans l'hémicycle qui est réservé aux parlementaires, et on les avait fait aller dans une tribune, la première tribune de gauche. En fait, ils étaient là.
tandis que les députés avaient le droit d'entrer dans l'hémicycle. Eh bien, M. Demeaux, faisant semblant de tout confondre, dit « Nous fûmes saisis d'une véritable indignation, parce que cette irruption rappelait la Convention. Évidemment, à la barre de la Convention défilaient des gens qui n'étaient pas des députés. Nous n'acceptâmes pas, nous nous levâmes tous. » Ça veut dire que toute la droite s'est levée en poussant des hurlements « Dehors, dehors, les intrus !» Les pauvres maires qui arrivaient là convaincus qu'ils allaient au moins se faire écouter sont refoulés. Le président, qui s'appelle Grévy, dit « Ordre immédiat d'évacuer les tribunes ». Alors les huissiers se précipitent sur les maires de Paris qui croyaient tout de même être quelque chose et qui sont fichus à la porte des tribunes. Thiers est très embêté en se disant « Mais je me les mets contre moi ». Alors ça s'est passé l'après-midi. Séance du soir, c'est plus calme. Les maires sont dans la tribune, on les y laisse. Les maires députés sont dans l'hémicycle. Et Thiers leur tient les propos les plus apaisants en disant « Oui, ce que vous demandez, on étudiera. Donnez-nous quelques temps. Donnez-nous quelques temps. Mais on étudiera et on vous promet de faire une loi municipale qui donnera toutes les franchises que vous souhaitez à Paris. » Bien entendu, hein, vous l'avez déjà compris, bien entendu, tout ça est une hypocrisie puisque la seule préoccupation, c'est la troupe. Eh bien, la troupe, ça va pas mal. Premièrement, au prix de concessions diplomatiques dont je vous parlerai, Thiers a obtenu d'avoir non pas seulement 12 000 hommes, c'était ce que laissait à la France, à Paris du moins, l'armistice, mais 40 000. Et il a obtenu ça au milieu de février. Le 28 mars, il va obtenir 80 000 hommes, les Allemands. Il aura l'autorisation d'avoir à sa disposition 80 000 hommes. On fait revenir les prisonniers en toute hâte, et Thiers a insisté auprès de Bismarck pour que l'on fasse revenir, par privilège, les vieux régiments. Les régiments qui avaient été pris à Sedan ou qui avaient été pris à Metz, qui sont, comme on dit, rompus à l'obéissance passive, et dont Thiers se dit, avec des cas comme ça, on aura des gens solides. Alors, retour des régiments, on fait dans les dépôts, on fait du triage, on fait sortir les soldats, surtout des Russes, des pauvres types, sur lesquels on peut compter. On va entourer l'armée de prévenance incroyables. J'ai vu une disposition qui est terrible. Les soldats qui ont été ramenés de Paris, qui sont cantonnés près de Versailles, à Satory, personne ne peut avoir de contact avec eux. Et ordre est donné aux sentinelles de tirer sans avertissement sur quiconque s'avancera sans avoir à la main une autorisation officielle de pénétrer. On les achète, si je puis dire, les soldats. Leur solde était de 20 centimes et les portait à 50 centimes. La solde des officiers est majorée. Ils auront cumul. Ils avaient une solde quand ils étaient en captivité, solde de captivité. Ils auront maintenant rétroactivement leur pleine solde d'activité depuis le moment où ils étaient mis en captivité. Et puis on va choyer ces officiers, on va choyer ces soldats. Thiers racontera, j'allais tous les jours dans les bivouacs, je leur parlais. Enfin, il semble que le gouvernement maintenant va avoir à sa disposition des soldats sûrs. On va les encadrer par des gendarmes, les gendarmes qui sont d'une fidélité antique, comme dira le lieutenant-colonel Henbert. Le petit Sorel qui est toujours à l'affût, qui est d'un côté lièvre, lui aussi dit « il semble que l'armée prenne bonne tournure ». C'est pourquoi Picard, continuant son opération de mensonge, annonce aux maires et députés de Paris, il leur annonce le 3 avril, vous m'entendez, hein, le 3 avril, au plus tard, j'en prends l'engagement, nous aurons voté une loi qui vous fera plaisir, une loi municipale à Paris accordant les pleines franchises. Il dit ça pour le 3 avril, parce qu'il est du gouvernement et qu'il sait ce qui a été décidé. Le 3 avril, l'opération de force sera engagée, puisque dans la nuit du 1er avril, Dubarail a été convoqué par Thiers, qui lui dit confidentiellement « c'est pour demain ».